Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au programme aujourd'hui, un hommage émouvant à l'une des victimes des attentats de Paris. C'était ce samedi à Concarneau. Une manifestation pour la sauvegarde d'un collège dans les Monts d'Arrée et la course contre la montre pour deux géants des mers qui se sont élancés ce week-end dans un tour du monde à la voile. Et question sport, ce n'est pas tout, n'est-ce pas Ludovic Jean, bonjour. Bonjour Pauline, effectivement on parlera également de handball avec le choc au sommet de Division 2 féminine entre Brest et Chambry, puis toujours sport féminin et du football cette semaine. Ce sera tout à l'heure dans l'Instant Sport. Et puis focus sur la filière maritime avec notre invité Bruno Pivin, bonjour. Bonjour. Alors vous organisez le salon Pro et Mer qui se tient ce mardi au Quartz à Brest. Vous y proposerez plus de 1000 offres d'emploi proposées dans les différentes filières maritimes. Est-ce que vous attendez beaucoup de visiteurs, Bruno Pivin? Oui, 2014, 2500 visiteurs, donc 2015, au moins autant, voire beaucoup plus, j'espère. Bon, vous nous détaillez tout ça tout à l'heure. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce lundi 23 novembre. Les travaux d'extension de la mosquée Sunna à Brest vont pouvoir se poursuivre. Ce lundi, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le référé du couple de riverains qui demandait l'arrêt des travaux. Cependant, la justice doit encore étudier la validité du permis de construire à la suite de la plainte déposée cette fois par une association de riverains. Par ailleurs, à Quimper, l'imam de la mosquée de Penars et le président de l'association culturelle musulmane ont déposé plainte pour menace de mort. Vendredi dernier, ils ont reçu un courrier anonyme les menaçant. Le commissariat a ouvert une enquête. Coup dur pour la commune de Comana, dans les Monts d'Arrée, après l'annonce il y a 2 mois et demi de la possible fermeture du collège public François Manac. Une centaine de personnes s'est réunie ce samedi au rond-point du Roc Trédudon, à Plounéour-Ménez. Elles ont organisé un barrage filtrant pour informer la population. Reportage de Marina Dété. Cornemuses, sifflets et tambours ont résonné sur les hauteurs vantées des Monts d'Arrée. Une centaine d'opposants à la fermeture du collège François Manac de Comana s'est réunie samedi matin à Plounéour-Ménez. Nous avons appris à la rentrée du mois de septembre que le conseil départemental et l'inspection académique avait un profil de concertation en vue de fermer le collège à la rentrée 2016. Raison invoquée pour la fermeture, des effectifs trop peu nombreux. Le collège de Comana compte environ 70 élèves. Des élus, mais aussi des parents, des habitants, des élèves et d'anciens collégiens ont exprimé leur incompréhension face à cette décision. La ruralité est mise en avant par le gouvernement en France. Alors pourquoi aujourd'hui fermer? C'est vrai que c'est très étonnant. Pour l'instant, moi, mes enfants sont à l'école primaire, donc j'espère qu'ils aillent au collège à Comana. Partir sur une autre commune, ça semble un petit peu plus difficile, effectivement, en termes d'organisation. Ça, c'est pour tout ce qui est école. Et c'est aussi difficile pour une petite commune, en fait, de perdre un collège. Comana est plutôt dans les Monts d'Arrée. C'est vrai qu'il faut trouver des choses pour attirer les gens. Et du coup, un collège, c'est très important. But principal de cette manifestation, informer la population et proposer aux automobilistes de signer une pétition. Demandez de signer notre pétition contre la fermeture du collège. Donc on espère d'avoir donc maximum de signatures pour justement maintenir le collège et ainsi sauvegarder tous les commerces qu'il y a au bourg également. Hein. Logique. Bah voilà, s'il y fait boule de neige après. Hein. Voilà. Merci. Bonne journée, au revoir. Prochaine étape, un déplacement à l'inspection académique de Quimper, vendredi prochain. Et rappelons qu'un autre collège dans le Finistère est également menacé de fermeture à la rentrée prochaine, celui de Kérichen à Brest. Les parents d'élèves et le personnel appellent d'ailleurs à un rassemblement de soutien ce vendredi à 18 h devant la mairie de Brest. Après le choc, c'est l'heure du recueillement. 10 jours après les attentats de Paris, les familles et les proches des 130 victimes leur rendent hommage. Dimanche, à Concarneau, près de 3000 personnes ont marché en la mémoire d'Estelle Roua, une jeune finistérienne de 25 ans. Elle est tombée sous les balles des terroristes au Bataclan. Reportage. Elle s'appelait Estelle Roua. Elle était concarnoise. Elle avait 25 ans. Estelle est décédée le 13 novembre dernier au Bataclan, victime des attentats terroristes de Paris. Ce dimanche matin, à Concarneau, près de 3000 personnes lui ont rendu hommage. Il ne faut pas laisser la barbarie gagner, il ne faut pas laisser les fous de Dieu continuer leur action et il faut qu'on continue à vivre, qu'on sorte, qu'on écoute la musique. Il faut être plus fort que la haine et justement je pense qu'il ne faut pas laisser la haine prendre le dessus
sur le reste, quoi. La foule, émue, a marché derrière le portrait de la jeune femme. Sa famille souhaitait faire de cette marche un moment joyeux. Les proches d'Estelle ont tenté de respecter cette volonté. Pour moi, pour ma part, ça cache la tristesse que Estelle voit qu'on soit souriant et qu'on ne soit pas triste de son départ. Parce que c'est ce qui est le plus horrible, de se dire qu'on est parti et que tous les gens sont tristes pour nous. On va lui montrer qu'on est heureux. Si, pour pas qu'elle ait de regrets là où elle est. De nombreuses fleurs, mais aussi des bougies, ont été déposées près de ce portrait souriant sur le parvis des Halles. Des cahiers de condoléances seront remis aux parents de la jeune femme et la musique résonne toujours. Voilà, et côté économie, une bonne nouvelle pour la société finistérienne Armorlux qui renouvelle son contrat avec La Poste pour 5 ans dès 2017. Alors chaque année, la marque fournit 600 000 vêtements pour habiller les 120 000 postiers de France. La Poste ne souhaite pas communiquer sur le montant de ce contrat. Ce lundi, c'est le lancement officiel de la campagne des élections régionales. Et comme chaque jour dans l'Instant T, nous vous proposons de découvrir l'un des partis en lice pour ces élections. Aujourd'hui, focus sur l'Union populaire et républicaine. C'est un parti anti-européen dont la liste finistérienne est portée par Catherine Mercier. On écoute d'ailleurs au micro de Christophe Boucher. Dans un contexte d'arbitrage budgétaire, la priorité de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris ne va-t-elle pas privilégier le développement de l'axe Rennes-Nantes au détriment du réseau des TER et donc de la Pointe bretonne ? Le vrai sujet sur les transports, c'est de maintenir les lignes actuelles. Et l'UPR s'opposera à la privatisation du TER qui est prévue en 2019 par la Commission européenne. En 5 ans, quelle part d'énergie renouvelable souhaitez-vous atteindre en Bretagne ? Nous allons encourager la rénovation des bâtiments anciens aux normes HQE, haute qualité environnement. Quel est le secteur économique breton sur lequel la région doit concentrer ses efforts pour dynamiser l'économie régionale ? Nous apporterons un soutien au tissu économique local et régional, particulièrement aux petites entreprises et à l'artisanat. Si vous êtes élu à la région, quelle sera la première mesure que vous prendrez ? La première mesure, on demandera un audit complet et indépendant sur les comptes de la région. L'UPR est un mouvement qui a été monté par M. François Asselineau le 25 mars 2007. C'est un mouvement politique qui rassemble les Français hors clivage droite, gauche et centre afin de sortir la France de l'Union européenne, de la zone euro et de l'OTAN. Je rejoins là les questions régionales et nationales puisque effectivement nous ne pourrons pas faire grand-chose si nous restons dans cette situation. Voilà, l'Union populaire et républicaine est l'un des 11 partis présents dans le cadre des élections régionales. On rappelle que les élections se tiendront les dimanches 6 et 13 décembre prochains. À noter que le Parti socialiste continue de suspendre sa campagne jusqu'à samedi, lendemain de la journée hommage aux victimes des attentats. Il ne participe donc pas au débat que TBO propose à 18h ce mardi, réunissant 4 têtes de liste finistériennes. Voilà, tout de suite, on passe à l'instant sport. Et on démarre l'instant sport avec de la voile. Les 2 grands trimarans, Idexport et Spindrift, ont décidé de s'élancer quasiment au même moment dans la nuit de samedi à dimanche pour un tour du monde en équipage. Ça s'appelle le Trophée Jules Verne. Un même parcours pour 2 bateaux et 2 équipages très différents, comme nous l'explique Marina Dété. La situation est insolite à Brest. 2 géants s'élancent à quelques heures d'intervalle pour le trophée Jules Verne, un tour du monde en équipage et sans escale.
D'un côté, il y a Spindrift 2, un maxi-trimaran noir et or d'une longueur de 40 mètres. Ce bateau est souvent comparé à un avion de chasse. Il compte 14 membres d'équipage, dont le chef de bord, Yann Guichard. On est 13 hommes et une femme, et donc je crois que c'est le bon nombre pour mener ce bateau de 40 mètres. Avec de la jeunesse, de l'expérience, des gens qui viennent de la voile olympique et des gens qui viennent plus de la course au large. Nos atouts, c'est le bateau avant tout, qui a été encore amélioré. Je crois l'équipe et tout le travail qui a été fait en amont. Souvent on se dit qu'une course peut se gagner avant. Là c'est 45 jours, donc ça va être long. Il va falloir qu'Éole soit un peu avec nous. Ce maxi-trimaran est détenteur du record actuel. Avant, ce bateau s'appelait Banque Pop 5 et Loïc Perron était à la barre. La grosse différence par rapport au record qu'avait fait Banque Populaire, c'est qu'on a changé toute la partie mât et voile du bateau. Ça nous a permis après de gagner 1,5 tonne. Plus on est léger, plus ça permet d'aller vite. Un bateau allégé qui pèse désormais 20,5 tonnes. De l'autre côté, Idexport, il mesure 31,50 mètres de long. Un bateau plus petit donc, mais qui a déjà fait ses preuves lui aussi sur le même parcours il y a 5 ans. C'est un bateau qui est déjà rodé, puisque c'est l'ancien Groupama 3 qui avait déjà le trophée Jules Verne en 2010 avec Franck Hamas et son équipage. Puis après, il a gagné le Rhum avec Franck et le Rhum avec Loïc. Donc c'est un bateau qui a déjà beaucoup navigué, donc le bateau l'est prouvé. Autre particularité pour Idexport, il n'y a que 6 équipiers à son bord. Alors on a choisi d'être 6 en fait, pour avoir un équipage plus homogène déjà, pour avoir un équipage plus soudé, pour avoir aussi plus de souplesse de fonctionnement. Et puis ça permet aussi d'avoir un bateau globalement plus léger, puisque moins on est nombreux, moins le bateau pèse lourd aussi. Malgré leurs différences, ces deux bateaux ont un objectif commun, s'élancer à très grande vitesse autour du monde pour franchir la ligne d'arrivée en moins de 45 jours, 13 heures et 43 minutes. Voilà donc une belle course imprévue qui est partie ce week-end entre ces deux géants. Ludovic, où en est le classement, où en sont nos deux concurrents Écoutez Pauline, après un jour et demi de course, les deux skippers sont un petit peu en retard sur les temps établis par Loïc Perron en 2012. Pour battre ce record, l'un des deux bateaux devra franchir la ligne d'arrivée au large d'Ouessant avant le 6 janvier. Pour l'instant, c'est Yann Guichard quand même sur Spindrift qui est le mieux placé, mais nous n'en sommes qu'au tout début de l'aventure. Et puis vous nous en reparlerez évidemment chaque semaine, Ludovic. Et Ludo, cette semaine, le football féminin est à l'honneur, c'est pas souvent. En effet, on s'est intéressé au derby breton entre Quimper et Lorient qui s'affrontaient ce week-end lors de la 10e journée du championnat de Division 2. Quimper qui connaît des difficultés cette saison après avoir été confronté à de nombreux départs durant l'été, celui de son entraîneur, David Bruzo, et d'une dizaine de joueuses qui ont rejoint la section féminine du Stade brestois dont l'objectif est justement d'accéder à cette D2 en fin de saison. Résultat, pour Quimper, ça ne se passe pas très bien. 10e match et 10e défaite pour les Quimpéroises qui se sont inclinées 4-1 ce dimanche face au FC Lorient. Au classement, on retrouve Quimper à la 12e et dernière place. Les Lorientaises sont quant à elles 7e. Toutes les images, les interviews sont à retrouver dans une émission spéciale de Multisport cette semaine consacrée justement au football féminin et au développement de cette pratique dans la région. Un petit mot sur le foot des hommes aussi. Messieurs, c'est facile. Ce lundi soir, 15e journée de Ligue 2, les Brestois 10e se rendent sur le terrain du Havre 4e. Semaine chargée pour les Brestois qui disputeront un nouveau match vendredi soir à domicile face à Sochaux. Et le match de ce lundi sera diffusé donc demain mardi à 20h45 sur TBO. Allez, retour sur le match de handball de dimanche avec un choc au sommet de la D2 entre Brest et Chambray. Chambray deuxième du classement. C'est un match que tous les supporters du BBH attendaient, Pauline. Résultat, la Brest Arena était quasiment pleine pour cette rencontre qui va bien démarrer. Côté brestois, une première mi-temps maîtrisée de main de maître par les coéquipières de Martha Manguet. 8 buts pour l'international espagnol au cours de la première période. Une vraie démonstration de force de la part des Brestoises qui mènent 16-7 à la pause. À ce moment-là, on ne voit pas ce qui peut les empêcher de gagner cette rencontre, d'autant qu'elles vont même compter jusqu'à 11 buts d'avance au retour des vestiaires. Et puis, tout va s'écrouler au fil des minutes dans cette seconde mi-temps. Il y a une joueuse en particulier qui a fait très mal au BBH, Vanessa Boutrouille, 14 buts dans cette rencontre. C'est plus de la moitié des buts inscrits par Chambray hier. Résultat, l'écart ne cesse de diminuer jusqu'à la dernière minute où les visiteuses parviennent à égaliser 25 partout. Chambray qui aura
aura même une balle de match dans les dernières secondes. Scénario complètement fou, un match qui nous aura tenu en haleine. Bref, on n'a pas été déçus par ce choc. En revanche, énorme déception dans les rangs brestois. C'est notamment le cas de l'entraîneur Laurent Bezeau que l'on va tout de suite écouter après ce match nul. À plus 10, quasiment à la mi-temps, la plupart des filles pensaient qu'on allait gagner le match. Alors que le discours à la mi-temps, justement, c'était au contraire. D'abord de récupérer et ensuite se dire qu'il fallait absolument, dans les premiers quarts d'heure, être dense et répondre parce que forcément l'adversaire qui avait beaucoup d'orgueil allait réagir. Ça paraissait évident. Quand vous recevez une vague aussi importante sur la tronche, c'est compliqué de pouvoir sortir la tête de l'eau. Et il y a un moment donné, il y a des joueuses cadres et l'équipe avait été justement construite justement dans ce sens-là. C'est à un moment donné capable de maîtriser un peu les événements. Et je me rends compte de ce match-là que c'est pas encore gagné, quoi. Oui, remonté, Laurent Bezeau, après cette rencontre. On termine avec du basket, Ludo, et la 10e journée de National 1 pour les hommes. Samedi, l'UJAP Quimper accueillait Berck. Et ça va un petit peu mieux du côté de l'UJAP. 2e victoire de rang à domicile pour les joueurs d'Hugo Aucancé. Les Quimperois qui étaient pourtant menés de 10 points à la pause face à l'équipe de Berck. Ce n'est qu'à 4 minutes de la fin que les Finistériens vont prendre les devants pour la première fois de la partie. Ils s'imposent finalement 72-68 avec notamment 17 points de leur meneur de jeu américain Omar Strong. L'UJAP qui se donne un petit peu d'air avec le bas du classement grâce à ce 4e succès en championnat. Merci beaucoup Ludovic pour toutes ces infos sportives. Tout de suite on reprend le large avec notre invité. Bruno Pivin, vous dirigez le pôle naval de Brest et organisez ce mardi le salon Pro et Mer. Bruno, c'est la 3e édition du salon Pro et Mer à Brest. À qui s'adresse-t-il ce salon ? Ce salon s'adresse, je dirais, à tout public, les demandeurs d'emploi, les gens qui souhaitent éventuellement changer de métier au sein de la filière mer, donc de la reconversion, également aux étudiants. Ça peut permettre aussi de connaître et réellement connaître ce qu'est aujourd'hui, ce que représente la filière mer et l'ensemble des métiers que l'on peut pratiquer. Il n'y a pas d'équivalent en France d'un salon qui réunit comme ça toutes les filières, la filière maritime au sens large. Non, ce salon se veut atypique, je pense. Tout d'abord, c'est un salon avec une vision opérationnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment des pros qui parlent aux futurs pros. Voilà, c'est vraiment des professionnels. Aujourd'hui, les gens présents sur ce salon, au sein des structures, des sociétés, sont tous des gens qui sont cadres dans les entreprises et qui vont prendre le temps d'expliquer au public justement réellement les métiers. Alors justement, quels sont les secteurs maritimes présents au Salon Pro et Mer ? Alors vous retrouvez la navale, construction navale, réparation navale, également les énergies marines renouvelables, puisqu'aujourd'hui, de fait, on en parle depuis longtemps, donc ça met du temps, on va dire, à arriver dans les secteurs industriels, mais on commence à voir aujourd'hui, ça arrive. Les formations, débutent également. Ensuite, on a toujours le domaine de l'oil and gas, même si la situation est un peu plus compliquée économiquement. Et puis la marine marchande et les navigants. La pêche et le nautisme font leur apparition cette année. Pourquoi ? Est-ce qu'il y avait de la demande dans ces filières, tant au niveau des recruteurs que des chercheurs d'emploi ? Tout à fait. Je pense que peut-être rappeler aussi le poids économique général du maritime en France. C'est presque 69 milliards d'euros. C'est plus de 300 000 emplois. En Bretagne, c'est environ, c'est plus de 30 000 emplois. Donc principalement, c'est la navale, mais la pêche et le nautisme également sont fortement représentés. Donc je pense qu'il était important pour compléter la filière mer et montrer cette synergie au sein de la filière, d'avoir tous les acteurs. Alors avec donc plus de 1000 offres d'emploi, on l'évoquait en début d'émission, combien exactement ? 1300 Plus de 1300. 1300 offres d'emploi. Encore plus certainement demain au moment du salon. Donc. Ça paraît énorme. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus dans ceux qui seront présents ce mardi ? On a le domaine, il y a bien sûr les navigants et tous les métiers, je pense notamment à la Brittany Ferry qui va être présent, qui propose beaucoup de postes, mais le domaine de la navale au sens large. Et puis les énergies marines également commencent à recruter.
Est-ce que, alors justement, les énergies marines, ça vous clairement dans ce salon cette année, on voit qu'il y a une demande d'emploi, quoi. C'est un secteur qui se développe et qui crée de l'emploi. Oui, et puis, il faut aujourd'hui, alors il y a de l'emploi, et puis c'est un salon aussi, il y a l'emploi, il y a la formation. Et la formation pour les énergies marines de demain, elle commence maintenant. Si on veut être à l'heure, nous, industriels, à l'heure au rendez-vous demain, ben voilà, la formation, c'est maintenant. Il y avait peut-être un manque de formation jusqu'ici. Pour qu'il y ait autant d'offres d'emploi sur la table actuellement, c'est-à-dire que les entreprises ont du mal à trouver des profils compétents, correspondant au poste. Alors tout à fait. Pas assez bien formés. Tout à fait. Alors au sein de Bretagne Pôle Naval, puisque là on balaye bien la Bretagne, c'est Bretagne Pôle Naval. En 2013, voilà, nous avons décidé de créer ce salon suite aux échanges que nous avions entre adhérents avec toutes les difficultés de recrutement. Donc on a bien un problème de communication certainement. Donc il était important. On avait vraiment une volonté de faire connaître nos métiers et surtout les passerelles entre les différents métiers. Je pense que c'est important. On peut avoir des gens qui vont commencer un parcours dans la navale, partir comme navigants et revenir ensuite en construction, réparation navale. Enfin, il y a des liens qui se font entre tout. Il y a des liens et c'est important de les faire connaître. Est-ce que les offres sont nombreuses à être bretonnes, finistériennes, ou c'est vraiment réparti sur toute la France, Bruno Pivin? Alors, il y a des offres bretonnes, mais aujourd'hui, je dirais que l'ensemble des sociétés présentes sont également présentes dans d'autres régions. Donc le recrutement se passe à Brest, mais il y a des gens qui vont partir à l'international également. On a des groupes, si je prends dans le domaine de l'oil and gas, qui travaillent énormément à l'étranger. Donc je dirais que les postes sont à pourvoir un peu partout en France, alors principalement en Bretagne et dans le monde. Et au niveau local, par exemple, des exemples de formations, disons, courtes qui peuvent permettre de déboucher assez rapidement sur un emploi au niveau finistérien, breton? Si Ludovic, par exemple, veut se recycler du sport vers le maritime. Écoutez, alors déjà un point important, on peut venir travailler dans la navale avec toutes sortes de diplômes. Je dirais que voilà, on peut commencer du CAP, CAP, BTS, voilà, ingénieur, doctorant. Mais donc des voilà, formations ça, c'est important. Alors spécifiques, on va retrouver les métiers de base. Alors cette année, dans les offres d'emploi, les plus de 1300 offres, on retrouve quand même les métiers historiques de la navale. Donc on va retrouver du mécanicien, on va retrouver du soudeur. Donc c'est aussi important. On voit quand même que le cœur métier aujourd'hui est fortement présent et il y a des offres. Des ateliers autour de la rédaction de CV, ça c'est tout au long de la journée, ce mardi au Quartz. Est-ce que c'est parce que vous avez constaté des difficultés pour les rechercheurs d'emploi, des métiers maritimes en tous les cas, à construire un bon CV? Alors, parce que j'ai l'impression que vous avez appuyé bien sur le côté CV mardi au Quartz. Qu'est-ce qui se passe avec tout à fait. Alors déjà, en tant que dirigeant de société également, on a l'occasion de voir passer les CV et malheureusement... c'est pas simple, on n'arrive pas obligatoirement à découvrir l'éventuel talent ou les qualifications des gens. C'est compliqué de faire un CV, qu'est-ce que l'on veut faire ressortir. Donc là, cet atelier CV, tout d'abord, c'est d'écouter la personne. Et puis on va peut-être découvrir, je ne sais pas, des compétences dans le domaine par exemple de l'hydraulique qui ne sont pas marquées sur le CV. Donc on va lui demander de mettre en avant ses compétences et éventuellement on va même le guider pour aller voir telle ou telle société. Les gens sont trop classiques peut-être en écrivant leur CV, ils n'osent pas mettre en avant des compétences un petit peu originales ou Oui, ou peut-être une méconnaissance. Des besoins de l'employeur. Une méconnaissance des besoins, donc c'est pour ça que c'est important de les communiquer. Au sein d'un salon, vous faites vraiment un parcours complet. On a eu l'occasion de voir l'année dernière lors de certaines éditions, enfin l'édition de l'année dernière et également l'année d'avant, des gens arrivaient sans CV, où les gens sont partis avec un CV dans les mains, rédaction, français, anglais également, parce que c'est important aujourd'hui, et sont repartis également avec un entretien d'embauche, donc c'est quand même important. 73%, c'est ça, des visiteurs recherchant un emploi qui sont venus l'année dernière au Salon ProMR ont trouvé une solution, un contact, une solution, une réponse à leurs questions, donc c'est vraiment important, et c'est pour nous, ce salon, c'est vraiment un succès. Et les femmes, Bruno Pivin, dans tout ça, est-ce qu'elles sont présentes dans ces univers maritimes? On a toujours l'impression que c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Est-ce que vous les voyez lors de ce salon-là, des étudiantes, des femmes en reconversion professionnelle? Alors oui, tout à fait. Malheureusement, pas suffisamment, mais aujourd'hui, on regarde les cursus de formation. Je dirais que les femmes ne sont pas, malheureusement, en majorité, ne sont pas assez présentes. Donc obligatoirement, au niveau des emplois derrière, c'est la même chose, c'est la même proportion. Hein. Mais bien entendu, ces métiers sont ouverts aux femmes sans aucun problème.
Merci beaucoup Bruno Pivin. Alors je rappelle que le salon ProMR, c'est ce mardi 24 novembre. Ça démarre à 9h30, ça dure jusqu'à 18h, ça se passe au Quartz à Brest. Et il faut bien préciser une chose, c'est gratuit. Vous êtes tous invités à y faire un tour. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Demain même heure, vous retrouvez Gwen Fleur pour une nouvelle édition. Et d'ici là, passez une belle soirée sur TBO. Ciao.